Bon, les gars, bon à tirer, le retour après une petite pause de vacances qui a correspondu à mon mariage, auquel était d'ailleurs Monsieur Mos Maïroum. Comment ça va, Mos? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie et en celle de ta charmante épouse et de tous les invités. J'en suis très heureux. Parce que peut-être que je peux le dire, enfin j'ose pas trop le dire, Ouais. mais Allez, le casting d'invités de ce mariage était extrêmement stylé. C'était un happening de la giberne mélangé avec les mecs les plus stylés du YouTube game. Enfin bref, c'était incroyable. Franchement, très très bien. J'ai passé un très bon moment. Je crois que ça a été assez cool. C'est vrai qu'il n'y avait pas que du tout, évidemment, pas que des gens du YouTube Game, mais j'avais fait une petite table YouTube Game dans laquelle tu as eu le plaisir de discuter avec un certain nombre de gens que tu connaissais d'ailleurs pour certains par ailleurs. Et voilà, il y avait une ambiance assez sympa. C'était le petit côté vous voir tous en vrai dans une pièce. C'était quand même vraiment sympa. Je crois que c'est la première fois que je voyais tous ces gens en même temps dans la même pièce. Il n'y avait pas eu d'occasion avant où on avait été tous réunis. Donc c'est quand même assez cool. Ouais, et puis en plus, c'est aussi le moment où tu découvres que les gens ont des personnalités, parce que ouais, vraiment, parfois c'est un peu distant sur Internet et tout, et puis tu te rends compte qu'il y a des gens, alors je vais pas donner des noms, mais il y a des gens qui sont absolument hilarants, à la fois sur le dance floor, à la fois à table. Ah oui. Il y a des gens, si tu veux, tu te dis, quel dommage que j'ai pas su avant que je pouvais les voir en vrai pour passer un bon moment à rigoler avec eux, quoi. Bref, c'était super. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Non, mais je crois que ça a été partagé par tous les invités de façon générale, mais surtout notamment par les invités liés à tout ce qui est internet, influence, réseaux sociaux, YouTube, etc. Et la giberne de façon générale, parce que ça a été vraiment, ça a été un moment super cool, et vraiment, je suis super content du résultat. Voilà, maintenant on a fait le tour des bonnes nouvelles récentes, parce qu'après on a que des trucs déprimants à dire dans ce podcast, puisqu'on va parler des carabistouilles de YouTube, de Gibert qui est en redressement, du monde de l'édition et de la librairie qui va très mal, de Bolloré qui a balancé qui a doxé le salaire de Nora. On n'avait pas eu cette information pour le dernier podcast, donc on n'a pas pu en parler. Et la seule chose qui peut nous remonter un peu le moral, je crois, c'est un début de campagne tonitruant du côté de chez Carmin. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Eh ben, écoute, oui, parce que je t'avoue que même à ma propre surprise, et pourtant, souvent, j'ai des grands espoirs et des grandes ambitions. En fait, comme il se trouve que effectivement, j'étais à ton mariage, et puis il y a eu d'autres événements qui m'ont pas mal occupé dans ma vie professionnelle à côté. En fait, j'ai fait un lancement un petit peu en dessous de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que j'ai pas fait 3 vidéos en simultané qui sortaient partout, tout ça. On a juste fait des mails, un post, quelques messages sur Twitter, et on a déjà une centaine de personnes qui ont précommandé le catalogue complet de 2026, qui contient 4 bouquins. On a fait un tarif d'appel. C'est vrai, on a fait un tarif ouais, c'est vrai assez sympa. Il est pas très élevé votre tarif, je dois dire quand même. C'est vrai que 4 bouquins pour 90 €, je crois, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment pas très cher. 90 €, les frais de port sont compris si vous êtes en France ou dans les pays mondial relais. La seule exception, c'est pour les Suisses et les Canadiens. Vous nous mettez un petit message si jamais vous êtes Suisse ou Canadien, et puis on voit comment on s'arrange. Mais c'est vrai qu'en gros, l'idée, c'est de prévendre d'un coup les 4 livres. Il y en a peut-être qui n'auraient pas spontanément intéressé les gens. Moi, ce que je me dis, c'est, si tu veux, s'il y en a 3 sur les 4 qui t'intéressent, tu dis, ok, le 4e, je l'ai en bonus, je le lirai, si ça se trouve, ça sera super, si ça se trouve, ça me plaira à moi. Et je l'offrirai à quelqu'un, ou voilà. tu vois, tu peux réfléchir à ça, comme ça. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, à un moment donné, si t'aimes 3/4 des productions, de façon générale, c'est que la 4e, tu l'aimes, mais tu le sais pas encore. Tu vois, il y a un truc, ça. Tu peux peut-être nous faire confiance. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans un très bon restaurant et t'as goûté tous les plats de la carte, ils sont excellents, sauf un. Le dernier, il est probablement excellent aussi, tu vois. C'est pas sûr, mais tu peux quand même y aller de façon relativement sachant qu'il y a quand même du très 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 lourd. Il y a un Pulitzer qui a jamais été traduit. Il y a un bouquin qui est chez Harvard University Press, qui est vraiment top niveau. Qu'on a traduit, alors c'est marrant parce que ça a un peu fait buzzer sur Twitter, parce qu'on a traduit par Tout le monde sait. En fait, j'ai vu. Vous avez été repris par la secte du boulisme, c'est très drôle. Exactement, mais parce qu'en fait, le titre d'origine, c'est Vérité privée, mensonge public, si je le traduis mot à mot. Et la réalité, c'est que, en fait, quand est-ce qu'on dit ce genre de truc, qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer l'auteur? C'est pourquoi économiquement les gens font un choix de cacher leurs vraies opinions sur certains sujets
jusqu'au moment où ça devient socialement acceptable de le dire. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est le moment un peu charnière de bascule. Ouais. Où tu passes de... En fait, tout le monde le sait un peu, mais genre, on peut pas trop le dire. Et tout le monde est conscient qu'on peut pas trop le dire parce que ça coûte un peu socialement. Au moment où, en fait, tout le monde se lâche parce que maintenant, c'est considéré comme étant totalement admis, voire même ça coûterait plus cher de dire le contraire. De nier. Ouais, en fait, ça te ferait passer pour un mec qui est un peu resté dans l'ancien monde, qui a l'ancien système, etc. Et exactement. C'est vrai que... Ouais, on a eu un très bel exemple de ça avec l'histoire de la créolisation de Mélenchon, quand même. Tout à fait. C'est un très très bel exemple de ça, où en fait, il a basculé juste en utilisant un élément de langage, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher chez Camus, il est allé chercher chez Édouard Glissant, le concept qu'un autre écrivain, le concept de créolisation. Et puis voilà, c'est très intéressant. Et je soupçonne qu'on va l'avoir sur plein d'autres sujets à l'avenir. Tu vois, typiquement les retraites. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que dans 30 ans, il y aura plus de retraite par répartition telle qu'elle existe aujourd'hui, et que les mecs qui aujourd'hui cotisent vont se faire un peu rouler dans la farine. Tout le monde le sait. Les gars qui cotisent le savent aussi. Mais si tu le dis publiquement, tout le monde va te tomber dessus en te disant « Ah, mais non, on a toujours dit ça, vous savez, nous, quand on était jeunes, on disait ça aussi, et puis finalement, ça marche, machin. » Et en fait, il y aura un moment de bascule, probablement, où ça va décrocher, et il y aura un décrochage qui sera tel que, en fait, le moment où les gens continueront à tenir ce discours de « Non, mais je me préoccupe pas, on verra dans 30 ans », ils passeront pour des fous, en fait. Et d'un seul coup, socialement, ce sera pas acceptable. Moi, tu sais, ce qui m'a toujours fasciné, c'est super intéressant comme discussion, parce que ce qui m'a toujours fasciné, moi, c'est moins le moment de bascule que l'incapacité des gens après à dire « Putain, je me suis complètement gouré ». Tu vois, genre, t'as jamais de gens qui reviennent et qui disent « Ah non, mais à l'époque, j'avais... » Enfin, si ça existe, mais c'est vraiment rien par rapport à la quantité de mensonges qui sont véhiculés, tu vois. Il faut vraiment que ce soit un truc énorme et qu'ils puissent pas nier qu'ils ont dit ça à l'époque, tu vois. Il faut que ce soit la fameuse pétition de 1977, tu vois. Il faut que ce soit un truc aussi gros que ça. Sur le Covid. Les mecs, oui, c'est ça, exactement. Combien de gars ont réécrit le truc 200 fois après en te disant « Ah, mais à l'époque, on pouvait pas savoir. Ah, mais c'était compliqué. Ah, mais machin. » Non, en fait, il y a des fois que tu t'es juste auto-aveuglé tout seul, tu vois. Oui, c'est auto-aveuglé, c'est forcément tout seul, mais oui, je vois ce que tu veux dire, et t'as totalement raison. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est le côté impénitent des gens. C'est-à-dire que ils disent des bêtises et ils disent pas j'ai changé d'avis. Tu vois, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. J'ai été de gauche à une époque, je me suis trompé et je suis revenu dessus. Et aujourd'hui, je dis que je m'étais trompé à l'époque, tu vois. Et je trouve que ça me coûte rien de le dire, tu vois, et de reconnaître ça. Mais la plupart des gens, ils reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent te défendre pendant 20 ans, 30 ans que le mondialisme est une chance, que l'immigration est une chance. C'est ce qu'a fait Michel Onfray. Et puis ensuite, après, venir sur une ligne de plus en plus souverainiste, voire frontière positive, si je veux dire ça comme ça. Et en fait, les mecs te voient pas le hiatus. Et surtout, il y a personne, enfin, il n'y a pas un nombre critique de gens pour les forcer à se remettre en cause et à repenser le truc. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine psychologiquement. Vraiment, s'il y a des psychologues qui nous suivent, qui peuvent m'expliquer ça en commentaire, si ça porte un nom, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. En fait, je pense que ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a quelque part... C'est un peu cette notion de ne pas perdre la face. Les gens veulent pas perdre la face parce qu'ils ont construit une image sociale d'eux-mêmes. D'ailleurs, ça fait partie un peu des thématiques qui sont explorées à la fois dans ce livre-là et dans les livres de Becker. Et en fait, quelque part, moi je crois qu'il y a une sorte d'équilibre de la terreur parce que tout le monde sait à un certain niveau qu'il peut être faillible. Et donc, tout le monde se met d'accord de manière tacite pour ne pas faire perdre la face aux autres sur certains trucs comme ça, de peur que eux-mêmes, peut-être plus tard sur un autre sujet, leur fassent perdre la face. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de... Tu sais, tout le monde se dit « Ah, non, mais il s'est trompé. Bon, écoute, je vais peut-être pas le corriger publiquement parce que ça se trouve, moi aussi, j'ai pas été si propre que ça, machin. » Et je pense qu'il y a un petit côté ou alors tu vas le corriger publiquement et ça devient du clash YouTube, tu vois. Mais ça, c'est le combat dans la boue, tu vois. Sauf quand c'est moi et Modin. Moi et Modin, on fait des clashs très, très feutrés où on se répond avec des arguments, avec des... Je crois que ce renard est un petit peu de tendance furie, hein. Voilà. Hein. Alors, ça c'est mon attrait pour les titres putaclic. Voilà. Mais tu sais, ce qui l'a énervé, non, il y a rien qui l'a énervé, mais ce qui lui a le plus choqué, ce qui l'a choc-barre de BZ, c'est pas que j'ai mis Fury, c'est que j'ai mis Newser, parce que ça le vexe. Non mais vraiment, ça le vexe. Il m'a écrit en privé pour me dire franchement Newser, t'y allais fort et tout, tu vois. Alors Fury, je veux bien. Queer, un petit peu bizarre, je veux bien. Mais alors Newser, c'est pas possible. Newser, c'est pas possible. C'est terrible. Non bref, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous avez fait un très bon boulot en sortant ces bouquins, voilà. Et je dois dire que moi, ils m'ont donné envie. Les quatre m'ont donné envie.
Nonobstant, alors là c'est le moment où je vais être un peu taquin, je trouve qu'il y a une couverture sur les cartes, et je dirais pas laquelle, où je suis pas très convaincu par le visuel rendu final. Voilà, mais je dirais pas laquelle, et les gens pourront voter en commentaire, ça les obligera à aller voir à quoi ressemblent les couvertures. Mais je pense qu'à part ça, le texte en lui-même va être exceptionnel, donc j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Voilà, tu me diras ça en off, je te dirai en off après. Je te dirai en off si tu veux. Pour être honnête, il y en a une sur les 4 que j'ai fignolé un petit peu plus vite que les autres, donc alors peut-être que c'est celle-ci. Je prends la remarque, et tu sais, les couvertures, c'est entre guillemets, c'est le goût des couleurs encore, tu vois. Oui, c'est ça. Jusqu'à la fin, jusqu'au bon à tirer, ça peut se changer. Non mais tout à fait. Et tu sais, moi j'ai des gens qui adorent les couvertures de la Giberne. Bon, heureusement ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui détestent, mais il y a des gens qui aiment pas les couvertures de la Giberne. Donc en fait, si tu veux les couvertures, faut jamais se braquer pour ça. C'est vraiment le reproche le plus bénin qu'on puisse te faire sur un bouquin. C'est vraiment la couverture est pas parfaite. Voilà. Et côté la Giberne, il se passe quoi en ce moment? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Plein de belles choses. Déjà, c'est pas encore officiel au moment où on fait ce podcast, mais je peux quand même en parler. Il y a un embargo très léger, mais la collection Héritage a un nouveau directeur de collection. Voilà, on est en train de signer le contrat. Excellent. Donc, et sachez que on a déjà commencé à travailler dessus. Donc, il y aura des sorties Héritage cette année, sauf cataclysme total. Il y aura des sorties Héritage cette année, et ce sera plutôt vers le 3e trimestre de l'année, un peu comme c'était le cas l'année dernière, au début du dernier trimestre. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être vraiment super cool. Deuxième chose, merci pour le lancement d'Araldus. On commence à avoir des retours de lecteurs, enfin, ça fait vraiment super plaisir. Le bouquin a vraiment plu aux gens, et c'est vraiment très motivant. Et puis, écoute, il y aura de nouvelles parutions. Alors, le prochain roman, là, il sort pour l'été. On est en train de lire de travailler sur les épreuves avec le metteur en page et l'auteur. Ça va être assez cool. Ça parle d'une expérience scientifique complètement dingue. J'en dis pas plus pour le moment, mais c'est un truc assez fou. Et il y aura aussi un roman pour la rentrée littéraire. Voilà. Donc après l'été. Voilà. Il y aura un petit temps mort l'été. Enfin un petit temps mort, c'est un petit temps de repos, quoi. Et puis après ça reviendra. Et peut-être qu'un jour aussi on fera il faudrait que je réfléchisse à faire un lancement Alors l'héritage on a déjà fait par groupe de 3, mais qu'on fasse un lancement avec plusieurs titres en même temps avec un tarif d'appel, ça peut être assez sympa. Je n'ai jamais regardé d'ailleurs comment ça se passe d'un point de vue légal par rapport au prix unique du livre et tout, si vous êtes tenu pour ça, ou comment ça fonctionne ça? Alors écoute, moi de ce que j'ai vu, en fait, tant que c'est une sorte de pack avec plusieurs trucs, etc., et que c'est un produit d'appel, tu peux te permettre de le faire. Ah oui, c'est ça. Oui, ça me revient maintenant. Il y a une clause comme quoi tu peux faire un espèce de tirage limité pour un lancement, un truc comme ça, avec un autre tarif que le tarif que tu retiens après. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc oui, ok, t'as raison. Bon bah du coup c'est vraiment faisable, et c'est quand même à mon avis une très bonne idée pour les gens. D'ailleurs, ce tarif unique, enfin, on l'a critiqué à plusieurs reprises, mais pour être tout à fait honnête, c'est quand même quelque chose qui nous bride dans notre capacité aussi à être un petit peu commerçant, en fait. Ça aussi, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est quand même une vraie contrainte. C'est le cœur de l'affaire. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Alors c'est vachement intéressant. Est-ce que, si tu veux, on lance un générique et ensuite on parle de ça, parce que vraiment ça va nous permettre de reboucler sur l'actualité d'une façon extrêmement percutante. Et lançons un générique. Regagnez le carré! Feu! Alors, écoute, il faut vraiment que je te dise, cette histoire de prix unique du livre, tu parlais juste avant de, tu sais, tout le monde sait, le moment où les gens commencent à se lâcher, c'est vraiment incroyable, parce que il y a encore 2 ans, quand je critiquais le prix unique du livre, j'avais tout le monde sur le dos. C'est-à-dire que j'avais les éditeurs, les libraires, les auteurs, le machin, tout le monde sur le dos. C'est-à-dire que Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, tout le monde était en train de crever la gueule ouverte à petit feu, mais tout le monde défendait ce truc-là. Et là, je commence à voir des grands médias, des gens qui critiquent ouvertement ce système parce qu'ils se rendent compte qu'il est plus viable. On a eu sur RTL, on a eu l'anglais qui a fait une petite chronique écho pour expliquer que le prix unique du livre était une saloperie. Toujours sur RTL, on a eu Isabelle Saporta, qui est l'ancienne directrice de Fayard. C'est celle qui s'est fait salement débarquer par Bolloré quand il a repris Fayard. Donc c'est plutôt une personnalité, disons, de centre-gauche, quoi. Voilà, très gauche caviar, quoi, on peut dire. Et en fait, elle a fait un espèce de laïus pour dire, en fait, le prix unique du livre, c'est bien, mais en fait, ce qui s'est passé à la fin, c'est que, en fait, on faisait plus trop confiance aux libraires, on voyait pas la valeur ajoutée, du coup, on achetait sur Amazon. Et enfin, tu vois, les gens commencent mollement, c'est mou, hein, ils y sont pas encore, mais
on voit que c'est en train de bouger là-dessus. Donc je trouve que le prix unique du livre, même les éditeurs commencent à le lâcher. Et ce qu'on voit avec les déboires récents de la librairie en France en général et de Gibert à Paris en particulier, c'est que on est vraiment en bout de course d'un système économique. Je sais pas si tu as des retours, toi, des libraires à qui tu bosses, mais moi, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire que tous les libraires se plaignent d'un effondrement du marché, quoi. Ou au moins d'un trimestre vraiment très en berne, quoi. C'est une tendance qui ça fait des années qu'il y a une baisse et que ça décroît un petit peu tous les ans, mais je crois on a passé un stade là. On est passé ça baisse de 5% par an à c'est en train de descendre de 5% par trimestre ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Alors je sais pas si t'as vu, mais il y a le SLF, le syndicat de la librairie française, ou le syndicat des librairies françaises, je sais plus. En gros, c'est vraiment l'organisme de référence, et ils font en fait un panel avec les 500 plus grosses librairies, et ils regardent leurs chiffres par trimestre. En fait, c'est 500 librairies qui représentent la moitié des ventes en librairie. Voilà. Et donc en gros, ils regardent pour établir une espèce de baromètre, je sais pas trop comment ils font, de comment se porte à la fois le CA et les ventes en nombre de volumes. Intéressant. Et en fait, tu vois que tout est en recul, sauf le CA sur le scolaire. Même pas le volume sur le scolaire, le CA sur le scolaire. C'est-à-dire que les manuels sont plus chers, mais ils en vendent moins. C'est ça que ça veut dire. Et la dark romance. Ben non, même pas, parce que la dark romance, elle rentre dans la catégorie littérature, et la littérature est en recul de 0,6%. Donc je pense qu'effectivement, le truc la dark romance tire le truc vers le haut, donc ça te laisse imaginer que la littérature doit quand même, tout ce qui est poésie, théâtre, ça doit être aux oubliettes. Là t'en parles même pas, tu vois. Là on les voit même pas, les mecs sortent pas des cartons, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même dans des domaines un peu plus techniques, littérature pratique, bricolage, paramédical, enfin ce genre de choses, on a des reculs qui vont de 6 à 10% quasiment, tu vois, de recul là-dessus. Et moi, l'impression que j'ai quand j'en parle avec des libraires, c'est qu'on est encore plus bas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des libraires, ils me disent, en fait, j'en parlais avec un libraire dans une ville de province, une très grosse ville de province, il y a pas longtemps. Il me disait, en fait, fin avril, il y avait des moments, des journées, ou en tout cas des moments dans les journées, où on avait plus d'employés dans la librairie que de clients dans la librairie. Si tu veux, voilà. Et il disait, ça c'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant, et c'est une librairie il travaille dans une librairie qui existe depuis longtemps, qui est une grosse librairie locale, voilà. Et donc ce que j'ai l'impression que j'ai vraiment, c'est que les chiffres ils sont encore plus pourris que les chiffres officiels, tu vois, du SLF. Et je sais pas si toi, je sais qu'avec Carmin vous bossez avec pas mal de librairies, je sais pas si t'as eu des défauts de paiement ou des retards ou des difficultés, mais peut-être que ça commence, quoi. On a eu je crois 2 cas de faillite, mais c'était sur des tout petits montants, donc c'était pas forcément très grave. Oui, là tu t'en fous à la limite, ouais. Mais par contre, oui, on sent qu'il y a une tension assez forte. Je pense que t'as en fait quelques micro-niches où tu as toujours de la demande. Et peut-être que nous, tu vois, dans les niches qu'on touche, je pense qu'il y a une niche un peu étudiante, étudiant en philo, tout ça, qui a toujours un peu de demande. Mais c'est vrai que d'une manière plus générale, j'ai l'impression qu'il y a quand même une baisse. Et en fait, il y a un effet auto-accéléré que les gens voient pas forcément aussi, parce que tout le monde réfléchit toujours en espèce de coût de production à tirage constant. Alors qu'en fait, le problème, c'est que moins tu as d'acheteurs et plus des coûts qui étaient négligeables, marginaux sur des gros tirages deviennent en fait critiques. Et donc, c'est encore plus fort que ça, parce que moins tu as, par exemple, toi et moi on envoie par la poste, donc moins il y a de gens qui utilisent la poste pour envoyer, plus les coûts postaux sont importants, donc ça touche même pas que les livres. Si tu as des gens qui utilisent pas la poste pour envoyer, je dis n'importe quoi, du pâté pour chien, enfin de la pâté pour chien, nous en fait ça peut se répercuter sur le prix du livre l'année suivante, sur le prix de nos frais de port l'année suivante. Et en ce moment, moi par exemple je me mange une hausse des transports pour la France et l'Europe à cause des hausses des prix du carburant, tu vois, ils rétrofacturent ce genre de truc. Donc en fait on peut même se retrouver avec des petites douilles comme ça, quoi. Ça fait vraiment mal, quoi. Moi je voulais pas t'interrompre, mais c'était une petite précision. Ouais, moi t'inquiète, je fais pas mal d'expéditions aussi en ce moment, et je vois passer des trucs, il y a des aberrations. Enfin, je veux dire, il y a des fois je me retrouve à payer, j'envoie 5 bouquins, j'ai payé en frais d'expédition le prix d'un bouquin, en fait. Ouais, donc, c'est fou. Tu te dis, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, et pas toujours pour aller à l'autre bout de la France non plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est le même tarif que tu l'envoies dans le département 3 villes plus loin, ou que tu l'envoies à l'autre bout de la France, en fait. Mais j'ai eu le cas il y a pas très longtemps là il va se reconnaître, je pense, d'un lecteur qui vit en Extrême-Orient et qui était de passage à Paris. Et il me dit, en fait, je voudrais commander des bouquins pendant que je suis à Paris pour les remporter avec moi. Et je lui dis, pas de souci, mais vu que c'est vraiment, le délai était très court, il a fallu que je me charge moi de l'expédition moi-même, en fait. Concrètement, il fallait que moi je prenne les bouquins, que je les mette dans un carton, etc. Bon, je le fais, je vais à la poste et je leur demande combien ça coûte d'envoyer le truc. Ils me disent genre 20 €. Et je regarde l'adresse,
c'était à Paris, dans le 12e arrondissement. Voilà, je balance l'adresse à moitié, tu vois. Et je me suis dit, vraiment, il y a eu un moment dans la tête où je me suis dit, est-ce que je prends, genre, quelques heures dans ma journée pour aller le déposer moi-même? Est-ce que je prends un ticket de métro à 2,50 €? 2,55 €. Maintenant. Aller-retour, ouais, donc est-ce que je prends 5 euros, plus une heure ou deux, enfin même plutôt 2 heures de mon temps, pour aller déposer ce colis? En fait, à la fin, je me suis dit, vas-y, fuck it, je suis à la poste, je l'envoie quand même. Mais en fait, si tu veux, t'en viens à faire des calculs comme ça, alors que ça devrait être un no-brain, comme on dit. Ouais. Ça devrait être un moment où tu réfléchis pas du tout, un impensé total. Tu te dis, bon bah voilà, ça coûte 3 € d'envoyer le colis, c'est bon, tu vois. Dans un monde normal, c'est ça qui devrait se passer, tu vois. Bah, en tout cas, je pense que d'un point de vue économique, il y a tout un système qui change. Il y a tout un tas de livres qui, avant, s'amortissaient quoi qu'il arrive, qui en fait vont plus s'amortir quoi qu'il arrive. Et donc, ça va probablement avoir une sorte de rétroaction aussi sur les catalogues qui vont être proposés. Et je suis pas étonné, tu vois, quand parfois tu discutes avec les auteurs, les jeunes auteurs notamment, les discussions que j'ai pu avoir à table à ton mariage, que t'en as certains, ils ont essayé d'envoyer des manuscrits à droite à gauche. Et en fait, ils ont beaucoup galéré. Et ils ont beaucoup galéré, notamment parce que quand y a une tension dans le secteur, globalement, on préfère miser sur des chevaux dont on est à peu près certain qu'ils gagnent, et on est moins ouvert à de la nouveauté, en fait. C'est exactement le problème du prix unique du livre, mais ça, c'est ce que j'explique assez régulièrement, c'est que le prix unique du livre, il a un effet pervers caché, c'est que comme il pressurise les éditeurs peuvent plus prendre le risque de lancer des sujets moins bankable ou des nouveaux auteurs sans garantie. Donc en fait, aujourd'hui, ça se voit, il y a des maisons d'édition comme Marabout, par exemple, on aime, on n'aime pas, mais en fait, leur stratégie, elle est vraiment réfléchie. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, pas forcément des gens qui écrivent des bouquins d'ailleurs, mais ils se disent, ils ont une audience, donc en fait, s'ils font un bouquin, on peut la monétiser, tu vois, on sait combien ça transforme, etc. Et du coup, c'est pour ça que tous les créateurs de contenu se retrouvent dans ce genre de maison d'édition. Et en fait, aujourd'hui, c'est presque la voie pour devenir un auteur, ce serait presque de devenir d'abord connu et ensuite de pouvoir devenir un auteur. Alors que la France, historiquement, c'est le pays où tu devenais connu en étant un auteur. C'est-à-dire que c'était l'inverse. Il y a une inversion complète du paradigme de l'auteur qu'on a hérité du 19e siècle et qui influence complètement notre culture aujourd'hui. Tu vois. Ça, c'est vraiment une perversion totale. Ça se voit bien, ça, avec tous les fameux livres de youtubeurs. Genre, oui. Je sais pas alors, si... je vais pas le placer pour en parler là, mais d'accord. Oui, non, mais d'accord, mais en fait, tu fais partie des, entre guillemets, exceptions à la règle. Parce que moi, la plupart de ce que j'ai vu, c'est que, en gros, tu as une grosse communauté, tu dépasses 200 000 abonnés, tu as un éditeur pas trop bête qui vient te voir et qui te dit, voilà, bon, écoute, je pense que tu aimerais bien avoir un truc à vendre dans ta boutique, un peu de merchandising, ça te ferait pas de mal. J'ai un petit jeune là, bon, on va lui demander gentiment de te gratter un premier jet, hein. Tu nous fais un petit brouillon de ce que tu aimerais bien raconter. Vous discutez ensemble, et puis fais-nous confiance, on gère le truc, et puis t'as un livre qui se retrouve 3 mois plus tard partout sur les rayons dans toutes les librairies, et le youtubeur fait pour mieux vous accompagner, j'ai écrit un livre, le voilà, machin, et hop, super campagne de vente, et ça déclenche instantanément 10, 15, 20 000 ventes, tu vois. Ouais, alors 20 000 ventes, peut-être pas 20 000, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de livres qui sont assez bankable, en fait. Hein. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la rentabilité totale pour l'éditeur, parce que si tu vends 20 000, généralement, c'est que ton livre, il est vraiment pas cher, donc c'est que la marge de l'éditeur, elle est vraiment très faible. C'est-à-dire que pour que tu vendes 20 000 d'un bouquin, il faut que ce soit une très grosse commu et que le livre il soit à genre maximum 16 ou 17 €. Vraiment même plutôt 15 pour avoir le truc. Je pense pas que... Tu vois, c'est malheureux ce que je vais te dire, mais je pense pas qu'en France, il existe 20 000 personnes qui soient prêtes à mettre 22, 23, 25 €, même dans un excellent livre, dans un livre qui changerait leur vie. Ils préfèrent rester à scroller sur TikTok et Instagram et sur les shorts YouTube. Tu vois. Je pense que il y a un peu un blocage psychologique par rapport à ça, qui est aussi lié au fait qu'à cause du socialisme ambiant, les gens croient que la culture est gratuite en France, mais c'est quand même un truc qui est assez... qui est assez marqué. Enfin, je pense que chez Carmin, tu ressens ça aussi, quoi. Parfois, t'as des gens, ils viennent te voir, t'as l'impression qu'ils essaient de te gratter une version gratuite de ton bouquin, quoi. C'est un peu chiant, quoi. J'ai des gens, qui se plaignent que non, mais tu pourrais pas nous faire le PDF 2 fois moins cher et je sais pas quoi. Et... Bon, c'est un peu. Enfin, moi, franchement, je fais tout ce que je peux pour que les gens puissent se procurer nos bouquins et tout. Après, il y a quand même des coûts qui sont réels, en fait. C'est-à-dire que nous, on fait vraiment des relectures, on fait vraiment un travail de fond.
les droits, faut les acheter et aller négocier et des droits. Non, mais les le signer, 33 c'est pas tonnes évident. qui vient te déposer les palettes de bouquins chez toi, Ouais. ou qui vient les chercher à l'entrepôt dans mon cas, il faut le payer en fait. C'est pas optionnel en fait comme frais. Et en fait ça, je pense que tu sais, les infopreneurs, les comment dire, les créateurs de contenu et tout, toute cette économie là, elle a habitué les gens en fait à un marché dans lequel tu peux entreprendre en n'ayant que des rentrées d'argent et pas de sorties. Et en fait ça, c'est quelque chose qui est valable mais que dans certains secteurs vraiment précis, tu vois, pas que l'infoprenariat mais quelques secteurs précis, notamment dans les services, dans le divertissement et tout. Alors qu'en fait en règle générale, quand t'es une grosse boîte, t'as aussi des grosses sorties et donc en période de crise t'es vulnérable quoi. Si t'as un client qui paye pas, tu peux te retrouver un peu dans la sauce, comme ça a été mon cas avec JBR, tu vois. Et t'as un problème aussi de gestion de ton cash flow. Enfin, Ouais. je veux pas faire le. Tu sais, ça fait un peu cours d'économie de SES un peu casse-pied de terminal, tu vois. Mais en même t'es temps, l'éditeur de Sowell en français, assume qu'on s'intéresse à l'économie, tu vois. C'est pas de. oui, pas de oui, soucis, non, mais tu ce que vois. je veux dire, c'est que tu vois, moi, les seules personnes que j'ai entendu parler de ce genre de truc, c'était des gens un peu chiants, en fait. Juste pas très intéressants. T'es en train de dire qu'on est devenu un peu chiant, c'est ça? Est-ce qu'on est un peu chiant? Vous nous le direz en commentaire, ça nous intéresse. Non, mais en fait, si tu veux, c'est un problème qui est souvent pris. Tu sais, t'as des formules, les mecs ont l'air de prendre le truc super comme étant un truc très compliqué. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un vrai problème super simple. C'est que quand tu es en train de gérer un business, bah il y a des fois, tu es obligé d'avancer des sous. Et en fait, si tu passes ton temps à avancer des sous et que tu te fais toujours payer en retard, il y a un moment, c'est pas gérable, tu vois. Et c'est juste ça, en fait. Le problème, c'est juste ce truc-là. Et tu sais que ce qui est génial, c'est que j'entends beaucoup de libraires se plaindre de ce problème-là. Mais ça, en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, le libraire, il a un cash flow positif, puisqu'en fait, il a la marchandise gratuite mise à disposition par l'éditeur. Par définition, c'est le mec qui a le cash flow positif dans toute la chaîne. En fait, c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est comment est-ce que ces gens font pour se plaindre d'avoir un cash flow négatif, c'est-à-dire de devoir avancer des frais en permanence, alors que, la seule chose qu'ils avancent, éventuellement, c'est leur loyer, mais même, il y a des tas de librairies qui ont des loyers, arrangés avec la mairie, vraiment, je comprends pas. En fait, tout ça est un peu une énigme pour moi, parce que dès que j'essaie de rationaliser, je comprends pas où sont non, mais les, en fait, parce que je pense que c'est pas rationnel, tu vois. Tout oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le business de Schrödinger, en fait, si tu veux. C'est ça qui explique les choses. Voilà, enfin, en tout cas, dans les petites librairies, dans les grosses librairies, par exemple, chez Gibert, je pense que ça, enfin, c'est comment dire, ils ont pâti en fait, plus de choses compliquées. Plus tu t'éloignes de la caisse, plus tu es en négatif dans l'histoire du bouquin. C'est-à-dire que le gars qui tient la caisse... L'auteur, c'est le pire. Mais voilà, le pire, c'est l'auteur, en fait. L'auteur, il attend... paradoxalement, il attend déjà 1 an que le bouquin soit mis en page. Et déjà, ça, et après, il attend encore 1 an pour être payé. Donc, en fait, si tu veux, ensuite, il attend d'avoir les chiffres de vente. Et peut-être qu'1 an plus tard, on le régularise et on lui dit, bon, alors monsieur, on vous doit ça... Et je sais pas si tu sais, mais il y a une stat qui circulait à un moment donné sur YouTube qui disait que pour avoir 100 000 abonnés, il fallait avoir publié en moyenne, je sais plus combien, mais c'était quelque chose comme 300 ou 500 vidéos. Enfin, c'était un chiffre vraiment énorme comme ça. Et c'est un truc qui, en fait, si tu le sais quand tu commences, ça te décourage. Et en fait, ce que les gens savent pas, c'est que les auteurs qui vivent de leur plume, en général, en France, il y a eu aussi un chiffre là-dessus. Et je sais plus ce que c'est exactement. Je crois qu'ils ont publié genre 50 livres, un truc comme ça. En fait, je sais pas si tu te rends compte, c'est encore plus violent parce que il faut plus de temps pour écrire un livre que pour écrire 10 vidéos. Ah bah, oui, bien sûr. Largement plus même. Donc en fait, si tu veux, c'est avoir un business qui est avoir une chaîne YouTube rentable, c'est très long, et avoir un business, enfin une vie d'auteur et qui est rentable, à moins de faire directement un best-seller, ce qui est rarissime, c'est vraiment, même si tu fais un best-seller, ça te garantit pas de vivre pour toujours, ça te garantit de vivre 1 an ou 2, quoi, le temps d'en refaire un autre, mais t'es très fragile au début, quoi. C'est extrêmement brutal. Voilà. Est-ce que tu veux parler plus généralement de la chute YouTube, un peu du YouTube game aussi, parce que tu vois, on a beaucoup tapé ça, c'est un gros sujet, ça. sur tout le monde de la librairie, mais bon, il y a les habituelles complaintes. Je voudrais surtout pas que les gens aient l'impression qu'on soit tout le temps en train de se plaindre que l'algo marche pas ou je sais pas quoi, parce que c'est pas vrai, en fait, c'est pas ça. En fait, si tu veux, c'est un mélange, comme d'habitude, c'est en partie l'algo et en partie les comportements des gens. Et en fait, pas les gens qui écoutent ce podcast, c'est ça qui est rageant, en fait. C'est que les gens qui écoutent ce podcast, souvent, c'est des gens qui nous suivent un peu plus assidûment et qui suivent un peu plus ce qu'on fait, et qui sont le noyau dur de la communauté. Et donc, eux, en fait, ils sont là avec nous. Mais c'est vrai que, en fait, toi, moi, mais en fait, tous les youtubeurs avec qui j'en discute en ce moment, ils me disent qu'ils remarquent, en fait, en ce moment, on se mange un bon gros changement d'algorithme YouTube. Je pense que toi, tu le subis de façon encore plus violente que moi. Je crois que toi, t'es arrivé à un niveau où quand tu sors une vidéo, tu perds des abonnés maintenant. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, ça fluctue un peu. C'est pas toujours répétable en plus. C'est ça qui est assez rageant.
Mais globalement, je suis passé de un seuil de base plancher qui était à peu près à 20 000 vues par sortie de vidéo. Et là, je suis plutôt entre 10 et 12 000. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça remonte pas, en fait. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, parce que moi j'ai à peu près ça, j'ai une perte de 30 à 50%, exactement comme l'été dernier, hein, c'est-à-dire exactement comme quand on se plaignait de l'algorithme. Et en fait, j'ai l'impression aussi, et moi c'est ça qui m'inquiète peut-être le plus, c'est que j'ai plus trop de traction sur mes anciennes vidéos, parce que tu sais, moi je fais du contenu qui est toujours, toi aussi d'ailleurs, du contenu qui est toujours valable. Problème aussi. Ouais. Et en fait, si tu veux, parfois je vois mes revenus AdSense qui baissent, du coup je me dis d'où ça vient, parce que les dernières vidéos elles ont fait des mauvais scores, mais pas à ce point là, tu vois. Et en fait je m'aperçois que oui, mais d'habitude t'as des gens qui vont regarder les vieilles vidéos sur Victor Hugo, sur Céline, sur Chateaubriand, sur je dis n'importe quoi, sur Ayn Rand, etc. Et en fait ce qui se passe, c'est que là maintenant t'as des rebonds normalement, c'est ça. Ouais, ça, et en fait elles sont plus regardées, elles sont plus vues, donc en gros tes nouvelles vidéos elles marchent moins et tes anciennes vidéos elles marchent pas de fou, et surtout en fait tes vidéos elles sont plus proposées à personne. Ça c'est un espèce de truc que YouTube essaie de, je pense, de détruire le système d'abonnement, parce qu'en fait ils veulent devenir un TikTok, c'est-à-dire en gros que ce soit que les vues par vidéo qui comptent et que les cartes soient rebattues à chaque nouvelle sortie de vidéo. Mais c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Moi j'ai l'impression que essayent de casser le système, quoi. Le facteur nouveauté a écrasé à peu près tous les autres dans l'algo actuellement. Ouais. Et j'ai aussi l'impression, si tu veux, moi je crois qu'il y a une sorte de saturation, notamment à cause des newsers. Alors je veux pas faire de peine à Modin, mais... Non, mais Modin n'est pas un user, je le dis officiellement ici, comme ça vous pouvez enregistrer ce passage et lui envoyer, ça lui remontera le moral. Modin n'est pas un user, il fait un super contenu, il lui arrive de réagir à des thématiques liées à l'actualité, mais il apporte vraiment du fond, voilà. Ouais. Faut quand même pas... Moi, je trouve aussi. Il a complètement lâché la rampe sur le montage, mais quelque part je le comprends parce que en fait la condition quand tu as l'algorithme YouTube qui te pousse comme ça à faire plein de vidéos pour en avoir une qui va performer, c'est que tu peux pas passer 30, 40 heures, 50 heures sur une vidéo, en fait ou alors c'est vraiment de la passion. Si tu veux vivre de ça, t'es obligé d'avoir des vidéos qui sortent régulièrement. Et lui, il a choisi de privilégier le fond de ce qu'il dit par rapport à la forme, et c'est bien, en fait. Genre, c'est le meilleur arbitrage qu'il pouvait faire dans sa situation, finalement. En tout cas, moi, si tu veux, mon sentiment d'ensemble, c'est que les cadences de sortie se sont accélérées. La qualité s'en ressent, pour être honnête. Je pense que ça a décroché d'ailleurs une partie d'un public qui était là pour des trucs de fond et qui en fait a un peu laissé tomber YouTube parce que maintenant ils trouvent que c'est pour les jeunes, mais en fait eux ils se sentent pas trop concernés. Et quelque part en fait nous on produit des trucs un peu quali et on se retrouve un peu à la fois on n'a pas le côté newser où on va sortir des 3-4 vidéos par jour. Alors tu dis ça, mais moi en ce moment là je sors quand même pas mal de vidéos. Ouais, parce que oui, en fait c'est exactement ça. J'essaye de voir, j'essaye de trouver. Vraiment j'ai l'impression qu'en ce moment YouTube me dit un truc. Il me dit vouloir apporter de la qualité aux gens, c'est presque un péché d'ego. C'est-à-dire qu'il te dit en gros apporte vraiment oublie les gens intelligents, ceux qui écoutent Bon à tirer, qui achètent les bouquins de la Giberne ou qui sont là rendez-vous tous les dimanches à 13h. Oublie ces gens-là parce qu'ils sont pas assez nombreux. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le spectateur occasionnel, le mec qui cherche à se divertir, le gars en fait qui veut juste consommer la vidéo pour être gentil, je vais dire comme un bonbon, mais j'ai presque envie de dire un truc moins sympa. Et en fait comme il faut oublier ces gens-là, il faut publier beaucoup de contenu, et moins c'est intello, plus c'est mainstream, donc plus ça va marcher. Donc moi j'essaie de trouver comment on peut régler les potards un peu entre les deux, parce que je refuse de renoncer à apporter une plus-value objective aux gens. Donc soit il faut que ça parle du monde de l'édition ou du monde du livre de façon générale et que ça ait quelque chose à dire, soit il faut que j'apporte une expertise sur un domaine que je maîtrise bien, typiquement l'histoire, la littérature, la philosophie, ce genre de choses-là, les biographies des auteurs, etc. Et en fait, si tu veux, en ce moment, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'actualités justement liées au livre. Il y a eu l'histoire de Nora, VS Bolloré, il y a eu l'histoire de Gibert, et il y a aussi pas mal de débats quand même intéressants. J'ai parlé du débat entre Onfray et David Linard il y a pas longtemps. Il y a un autre débat très intéressant sur lequel je pense que je vais faire une vidéo dans les prochains jours. Elle sera sûrement sortie quand vous écouterez ce podcast. Mais globalement, j'essaie de trouver un espèce de juste milieu pour faire un peu le test. Est-ce que c'est plus viable d'un point de vue de plaire aux spectateurs réguliers et en même temps de toucher une audience importante, de faire des nouveaux formats, ou est-ce qu'il faut faire le deuil d'une audience importante et se dire juste on fait des formats à l'ancienne et on essaie de parler aux gens, sachant que évidemment les gens qui aiment les formats à l'ancienne peuvent aussi aimer des nouveaux formats, si tu veux. C'est pas deux catégories complètement étanches, tu vois. Et cette espèce d'arbitrage que j'essaye de faire et qui nécessite d'itérer beaucoup
sur des vidéos et de voir un peu ce qui est faisable, ce qui est très angoissant, mais très stimulant d'un point de vue de créateur. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça nécessite de repenser comment tu t'apportes du contenu sur Internet, et quelque part, j'essaie de voir l'aspect positif. Il y a quand même un besoin de se réinventer. Ça sort de la routine. Ça, on peut pas dire le contraire. Ouais. Après, quelque part, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, je trouve que c'est très chronophage aussi, parce que oui, ça c'est sûr. Tester tous ces différents formats, toutes les variantes possibles, attendre les feedbacks des gens, etc. C'est compliqué. Ça prend du temps, ça demande. Ouais, mais regarde, tu peux faire plus simple que ça. Regarde, combien de temps tu passes toi en moyenne sur une vidéo? J'imagine au moins 20 heures ou 30 heures, ouais, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Bon, voilà. Bah, imagine que maintenant tu te dis, ok, j'écris plus mes scripts. Je me prends des bullet points, je fais quelques notes à droite à gauche, mais vraiment comme quand j'étais en prépa littéraire, on vous avait des cols. Ouais, des cols, c'est des présentations. Alors je crois qu'il y a ça en scientifique. En scientifique, vous devez résoudre des problèmes mathématiques au tableau. En colle, tu l'as aussi, littéraire, il y a des cols littéraires en sciences aussi. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, les littéraires, t'as 20 minutes par exemple pour te donner un extrait de texte, t'as 20 minutes pour préparer un commentaire, ou t'as 20 minutes pour préparer un extrait sur un sujet historique, mais t'as pas de droit d'être documenté. C'est que dans ta tête, en fait, les trucs que tu dois savoir. Et en fait, tu fais un peu de cet exercice-là de préparer ta colle. Ensuite, tu t'enregistres en train de le faire, et après tu fais un montage qui doit pas être inexistant, mais qui doit être épuré, qui doit aller vraiment apporter quelque chose sans faire de fioriture, et tu réduis ton temps de préparation de la vidéo de 30 heures à je sais pas, à 5, 7, 10 heures, tu vois, et en fait là, peut-être que tu peux sortir 2-3 vidéos et tenir ce rythme-là, tu vois. C'est ça la logique vers laquelle te pousse YouTube sourdement, finalement. Oui, mais après, alors moi c'est là où enfin tu vois, c'est là où quelque part il faut négocier avec son ego. C'est le truc. Je suis d'accord. C'est le péché d'ego dont je parlais, justement. Est-ce que t'as pas envie quelque part qu'à la fin, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu te retournes, tu regardes une ancienne vidéo et tu te dis ah ouais quand même, j'ai bien tapé au bon endroit et tout, c'était juste. C'est vrai. Et les gens se souviennent aussi de nous pour ça en fait. Tu vois, quand tu fais une bonne vidéo, c'est que les gens ils ont appris un truc, ils ont eu en version digeste un truc qui était compliqué. Et j'ai peur que quelque part la nouvelle stratégie te pousse à juste faire des sketchs plus ou moins répétitifs qui reprennent toujours un peu les mêmes routines. Et je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça. C'est sûr que c'est l'écueil. T'as totalement mis le doigt dessus. C'est sûr et certain que c'est la menace qu'il y a dessus. En fait, tu dois absolument te garder de ça. Alors sachant que même quand tu fais un format écrit et travaillé, on a tous un peu des gimmicks, des idées fortes qui reviennent, et ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, faut pas devenir une caricature de soi-même, et faut pas faire un exercice qui n'apporte strictement rien quand tu fais une vidéo juste pour sortir une vidéo quoi qu'il arrive. Par contre, ce que tu es obligé de voir aujourd'hui, c'est que si tu travailles 17 ou 30 enfin pas 17 mais 20 ou 30 heures sur une vidéo qui fait 17 000 vues, en fait c'est pas rentable. C'est même pas que c'est pas rentable, c'est que d'un point de vue d'ego, ça te détruit, tu vois, de faire un truc comme ça. Enfin, ça dépend à quel niveau de ta croissance youtubienne t'en es, mais globalement pour des chaînes à plus de 40 000 abonnés, ça devient un vrai problème si tu veux. Et en revanche, si t'as travaillé 4-5 heures pour une vidéo qui fait 20 000 vues, en fait tu te dis oui, c'est pas le carton du siècle, mais honnêtement le message est passé, tu vois, le job est fait. Et je pense que l'écueil justement, c'est d'abandonner complètement le format travaillé. Tu peux en faire toujours un peu, mais simplement ça va être minoritaire dans ta production. Ça va être un peu la vidéo une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour creuser un peu plus le truc, parce que tout simplement l'algo étant ce qu'il est, et ta vidéo elle sera pas mise en avant, et dans 2 ans tu disais est-ce que les gens se souviendront de nous ou quoi, mais si les gens ils ont pas vu la vidéo ou que ta chaîne elle est plus recommandée du tout, tu te retrouves un peu bloqué par ça, parce qu'on en a pas parlé trop jusqu'à présent, mais le vrai problème que moi je rencontre et que je pense que d'autres rencontrent aussi, c'est en fait que les abonnements c'est une catastrophe. En fait, le nouvel algorithme YouTube il te met dans une bulle, et il arrête de proposer à des nouvelles personnes. Moi j'ai une division par entre 4 et 5 du nombre d'abonnements par mois depuis un trimestre là. Je sais pas si toi t'as un retour là-dessus aussi, mais moi ça stagne totalement depuis à peu près 3 mois. Donc vraiment, mais à un niveau, quand je dis ça stagne, c'est que je pense que on est à plus ou 50, peut-être 50 abonnés en plus ou en moins sur les 3 derniers mois, tu vois, genre c'est vraiment c'est encore plus fort que moi, mais tu vois, moi je suis passé de d'habitude je prenais entre 1000 et 3000 abonnés par mois, mais 1000 c'était vraiment les petits mois, voilà, et là je dois être à moins de 500, je dois être à 400 et quelques sur le dernier mois, tu vois. Donc c'est en fait c'est vraiment une division par 2 et par 6 quoi. Du coup j'ai écrit, parce que les gens savent pas ça, mais les créateurs YouTube on a accès à l'assistance aux créateurs, donc je leur écris et les mecs me disent
on a fait un audit de votre, enfin ils prennent le temps, tu vois, et ils me répondent après, non, on a fait un audit de votre chaîne, il y a pas de problème. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a pas de problème lié à ma chaîne, pas de restriction, pas de strike, pas de machin truc comme ça veut dire que c'est leur algorithme en fait le problème en fait. Ça veut dire que le problème est voulu, c'est pas un bug, c'est une feature en fait le truc. Ou alors c'est caractéristique d'un certain peut-être déclin de YouTube en tant que plateforme en fait. C'est-à-dire que je pense que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont splittés. Il y a un marché de l'attention qui est très concurrentiel. Tu as une compétition entre Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Et en fait, qu'est-ce qui est le plus facile à gérer ? C'est peut-être plutôt des TikTok. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie des créateurs sont en train de devenir des TikTokers juste parce que c'est plus gérable. Je te dis ça parce que tu vois, typiquement, un de tes amis préférés, dont j'avais presque oublié l'existence, qui fait des vidéos depuis la Guyane, quelqu'un m'a révélé mais j'avais oublié son existence à ce mec. Quelqu'un m'a révélé il y a pas longtemps que en fait il faisait des cartons de vues sur TikTok et je tombais des nues parce que je savais même pas qu'il avait ça m'étonne pas ce type n'a aucun fond et aucune intelligence et il provoque le clash parce que c'est tout ce qu'il sait faire, donc fondamentalement il a toute sa place sur TikTok. C'est-à-dire c'est un réseau d'illettrés prépubères gauchistes qui raffolent du clash et du sang virtuel. Ça ne peut que être pour lui. Par contre, je sais pas si TikTok, mais lui je pense qu'il s'en fout, mais je sais pas si TikTok rémunère encore correctement les créateurs, parce que tu sais, il paraît que la monétisation s'effondre chez eux. Aucune idée, je crois que le monsieur a un emploi relativement correctement payé. Oui, il est payé par mes impôts, comme 6 Français sur 10. Je suis au courant. On a tous vu la vidéo n'importe quoi, la photo avec Emmanuel Macron. Voilà, on sait tous, on sait tous. Tout le monde sait, comme dirait l'autre. Il y avait un autre sujet que tu voulais aborder, je sais plus lequel. Attends. Je voulais parler du déclin des librairies en général. Je voulais parler de l'état de YouTube. Je voulais juste terminer sur YouTube en disant aux gens, voilà, c'est tarte à la crème ce que je veux dire, mais si le contenu vous plaît, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le faire tourner aux amis. Si une vidéo vous semble pertinente, voilà, n'hésitez pas vous pouvez en prendre des extraits ou la citer à des amis, la recommander dans des, je sais pas quoi, dans des groupes de discussion, dans des Discord, dans ce que vous voulez. Parce qu'en fait, fondamentalement, l'algorithme, normalement YouTube, il a un boulot, c'est de mettre en rapport des gens avec des sujets qui pourraient les intéresser. Et ce qu'on voit, c'est qu'il le fait plus. En tout cas, il le fait pas correctement. Et les gens qui sont abonnés ne reçoivent pas les notifs systématiquement. Les gens qui sont pas abonnés ne découvrent pas. Les gens qui ont jamais entendu parler n'ont pas de raison d'entendre parler. Donc en fait, voilà, il va falloir que l'humain reprenne la main sur ce système-là. Ou en tout cas, c'est faute de mieux pour l'instant. Mais je crois qu'il y a quelque chose à inventer parce que vraiment là, le système est quand même bien grippé. Voilà. Sinon, je voulais quand même parler aussi, revenir un peu sur le drama avec parce que la dernière fois on avait parlé de Bolloré et Olivier Nora. Ouais. Et alors je sais pas toi, mais cette histoire a pris des proportions absolument délicieuses depuis, et je me suis dit que peut-être qu'on pouvait faire un petit update. Vas-y, je t'en prie, parce que je pense que t'as vachement plus eu le temps de le suivre que moi. Et je ne doute pas un instant que ce soit d'autant plus délicieux. Mais vas-y. Alors écoute, déjà sur ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu la contre-offensive Bolloré depuis. C'est Bolloré qui fait des big paplards dans le big JDD. C'est-à-dire dans le magazine qu'il a, journal qu'il a racheté en fait, concrètement. C'est voilà, pour expliquer que en fait Olivier Nora coûte 1 million cash. Coûtait 1 million cash à Grasset tous les ans. Ouais, mais en même temps, Grasset, la marge opérationnelle. Grasset a forcément un chiffre d'affaires qui se chiffre à plusieurs dizaines de fois ce que gagne le PDG, non, n'est-ce pas? Rassure-moi, il serait pas en train de gagner genre 2 fois le... Attends, tu sais que le résultat est passé de 1,6 million par an à 1,2 million sous sa présidence. Et le mec a monté son salaire de 800 000 à 1 million. En fait, la boîte perd 400 patates par an, moins 400 000 par an. J'aimerais vraiment qu'il y ait 1 minute de silence à la mémoire du comptable de chez Grasset, qui, quand il fait le bilan annuel, voit un gros moins 400K upfront. Il sait à quoi c'est dû, il sait à qui c'est dû, précisément, et il peut rien faire. Et en fait, le mec est vraiment dans une espèce de torture psychologique totale. Non, mais attends, la torture, c'est qu'il doit probablement devoir chercher très fort pour trouver des excuses alternatives. Alors, on a eu une baisse tendancielle sur le volume de vente de je sais pas quoi, et le gars, il y a eu moins 2% sur les ventes en librairie. Il a une ligne rouge en haut énorme marquée moins 1 million, et après il est obligé d'expliquer qu'en fait c'est à cause des moins 0, quelque chose en dessous.
En fait, vraiment ce passage il m'a tué. Alors, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça évacue la vraie raison du départ d'Olivier Nora. Parce que Bolloré, si tu veux, vu son niveau de richesse, c'est pas un mec qui paye 1 million qui lui fait trop peur. Oui, tu vois. oui, il s'en Donc, fout. Ouais. non. Donc en fait, non, le vrai truc, c'est le clash à propos du livre de Boilem Sansal. D'ailleurs, qui va sortir. J'ai vu hier que Grasset a communiqué dessus sur X, notamment, en disant que ce livre qui va s'appeler La Légende, voilà, en toute simplicité, va sortir. Et donc Nora voulait pas le sortir, et Boilem Sansal et Bolloré voulaient le sortir rapidement. Et ça, c'est l'élément de clash qui a provoqué le clash entre les deux. Et sauf qu'en fait, Bolloré a choisi de. Alors, je sais pas s'il l'a attaqué là-dessus parce que c'est un homme d'argent, et donc du coup, il utilise les armes qu'il maîtrise le mieux pour attaquer Nora, ou si il s'est dit c'est moins clivant de l'attaquer sur son salaire pour le désolidariser par rapport aux autres employés de l'édition en général et du groupe Hachette plus précisément. Plutôt que de parler de Boilem Sansal, qui est quand même un personnage qui est un écrivain politique et donc un écrivain polémique, et donc quelqu'un qui fait pas forcément l'unanimité et qui peut... c'est un argument qui est plus facile à retourner. Peut-être qu'il y a eu un calcul stratégique là-dessus, ou peut-être que c'est juste que Bolloré, comme c'est un monsieur pognon, il pense en pognon et il s'est dit, vas-y, le mec coûte 1 million, ça va choc-barre de baiser les gens, vas-y, je balance cette information, tu vois. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à suivre. Et ce que j'ai trouvé vraiment le plus passionnant, c'est qu'il y a eu une tribune des employés du groupe Hachette, donc propriété de Bolloré, pour dire que suite à cette histoire et au scandale qu'il y avait eu, ils avaient du mal à voir leur avenir dans le groupe. Ils étaient émus. Tu comprends, Moss? Ils étaient émus. Bah, ils ont passé des années à pas se poser de questions, mais là d'un coup quand même, est-ce qu'ils pouvaient rester les bras croisés, tu vois? Écoute-moi, les Allemands, on les a accueillis en 1940. On leur a donné du beurre en 1941. On a fait le STO en 42. On a dénoncé les voisins avec des nez un peu trop proéminents en 43. On a rejoint la milice en 44, mais quand même en 45. Bah, on pouvait plus. Vraiment, porté par un élan patriotique, on a choisi de rejoindre la résistance le 7 mai 1945. Ça, vraiment, ça c'est le concept vraiment de l'employé de chez Hachette qui a signé cette pétition, tu vois. Ça a un côté très, je sais pas, mais je trouve un peu, tu sais, la mentalité français qui arrive à la dernière minute et qui essaie de se racheter une conscience, tu vois. Mais les résistants de 46, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Mais tu sais, non, moi, ce qui me rend fou, en fait, dans cette pétition, parce qu'à la limite, je trouve ça rigolo, je les taquine un petit peu en faisant des comparaisons volontairement outrancières sur la Deuxième Guerre mondiale, mais fondamentalement, le groupe Hachette, donc c'est l'édition, donc t'as des tas de gens qui sont payés autour de 2000 € net, t'as des tas de stagiaires qui sont à 600 balles, des tas d'apprentis qui sont à 800, 900 balles et qui maintenant payent des impôts sur leur salaire d'apprenti, là, ça c'est le merci Macron. Si tu veux, ils sont en train de s'émouvoir pour un big bourgeois qui touchait 1 million d'euros par an. Mais en fait, j'ai l'impression de faire un marxiste, mais si c'est pas le plus grand déni de lutte des classes de tous les temps, c'est quand même fascinant, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à dire en tant que pro de l'économie là-dessus, mais moi vraiment, encore une fois, dans la psychologie humaine, ça m'a fait halluciner cette histoire. Non, mais je pense que si tu veux, c'est des petits mondes, et puis les types essayent de se protéger les uns des autres, de se sauver, de se rendre désirables pour une prochaine opportunité de goûter à la marmite de soupe. Et puis voilà, en fait, enfin, tu sais, c'est des renvois d'ascenseur, c'est tout ce que je déteste, en fait, à la fois dans le monde journalistique et dans le monde. Mais honnêtement, moi j'ai connu ça aussi dans le monde académique. On pourrait. Enfin, j'ai pas forcément envie de m'étendre là-dessus, mais en fait, t'as des tas de petits écosystèmes qui sont trop petits, et donc tout est juste un calcul de je renvoie l'ascenseur à Trucmuche pour que plus tard il me dépanne de tel autre truc, etc. Et bon, en fait, ça fait des sortes de connivences géantes sur certains sujets. Ça biaise complètement la valorisation intrinsèque des qualités littéraires de ce qui a été proposé aux gens. Et en fait, ça fait juste du copinage à l'échelle d'une boîte, voire un milieu tout entier. Et voilà, c'est désagréable. Et franchement, quelque part, moi, ça fait aussi partie des raisons qui expliquent que je me sois dit à un moment donné, bon, bah, si on veut avoir entre les mains des livres qui nous font plaisir et tout, bah, en fait, quelque part, peut-être qu'il faut que nous aussi, on en propose. Voilà. Et qu'on ne passe pas par le copinage habituel. Parce que dans le petit microcosme littéraire, et je sais ce que tu avais un peu dénoncé dans les bibliophiles, mais tout à fait. Ce microcosme-là tue, par sa propre existence, tout ce qui est vraiment original, tout ce qui est vraiment clivant, et tout ce qui ne va pas en fait, se mettre à plat ventre dès le départ, quoi. En fait, c'est exactement ce que oui, t'as tout à fait bien résumé les choses, et c'est tout à fait ce que je montre effectivement dans les bibliophiles. C'est dans les bibliophiles,
l'idée, c'est le marché de l'attention, qui est le marché du divertissement, a été complètement morcelé au cours du XXe et du début du XXIe siècle par l'arrivée de la radio, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des plateformes de réseaux sociaux, etc., etc. Donc en fait, les éditeurs sont plus du tout aussi tout puissants qu'avant. Et le dernier endroit où ils sont vraiment tout puissants, c'est sur la sélection des auteurs. Et en fait, ils sont obligés d'être impitoyables là-dessus, mais pas dans le bon sens, pas en sélectionnant la qualité, en sélectionnant ce qui va dans le sens des organismes de subvention, ce qui va dans le sens de leur lectorat captif, c'est-à-dire des boomers, hein, globalement, pour aller vite. En fait, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais quand j'étais un jour je travaillais dans un grand groupe d'édition, et en fait, il y avait une éditrice qui était vraiment chevronnée, qui faisait des bouquins qui se vendaient, hein, tu vois. Et moi, je lui disais, mais putain, mais tu fais tout le temps des bouquins sur des sujets, genre... que moi j'achèterais pas, tu vois, genre elle faisait des bouquins sur la vie de François Mitterrand, sur le cinéma de la nouvelle vague, enfin sur des trucs comme ça, tu vois. Et je lui disais, mais en fait, genre pas d'offense, hein, je respecte ce que tu fais, mais simplement moi c'est des bouquins que genre ils m'attiraient pas, donc comment tu fais pour te dire que ça va marcher? Et elle m'a dit, écoute-moi, est-ce que toi tu peux mettre 20 ou 25 euros dans un bouquin? Je lui dis bah non, moi j'achète des poches, tu sais, chez Gibert justement, j'achète des poches, tu sais, à 2 euros, tu vois. Elle me dit bah voilà, en fait moi je fais des bouquins pour des gens qui peuvent mettre 25 euros dans un bouquin, et qui sait, bah c'est des gens qui étaient en âge de s'intéresser à François Mitterrand quand il a été élu en 1981. Et en fait si tu veux, elle avait intériorisé le truc totalement, quoi. C'était la femme la plus gauche caviar que j'ai pu rencontrer de ma vie. Et en fait elle avait vraiment posé le truc. Et en fait aujourd'hui bah tu vois que c'est ce système-là qui est un peu en bout de course, parce que quand t'as trop tiré sur la corde, là c'est ce qu'on voit, t'as un repli en fait, des achats culturels des Français. Ils ils consomment de moins en moins de culture, et en fait comme le système était déjà un peu tendu, si t'as une baisse de la demande, et tu peux pas surcompenser encore par une profusion de l'offre, et donc en fait bah, tu te retrouves avec un système qui se casse la gueule. Moi je vois, c'est dramatique, mais je vois énormément de librairies en ce moment, ou de petites maisons d'édition qui sont vraiment sur la sellette, voire en train de sauter, hein, parce que là on parle beaucoup de Gibert ou de trucs comme ça, ouais, mais en fait il y a des librairies spécialisées dans des trucs normalement où ils peuvent pas perdre, qui perdent, c'est-à-dire qu'en gros des librairies dans le manga, dans la bande dessinée, dans la littérature jeunesse, donc typiquement dans la fameuse dark romance, qui en fait n'arrivent pas à faire des chiffres positifs, tu vois. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est-à-dire qu'en fait le secteur du livre, il y a je sais plus quand, c'était il y a 2 ans je crois, il était complètement porté par le nouveau Astérix qui était sorti, qui avait tiré complètement le marché à lui tout seul vers le haut, et même comme ça on voit que ils arrivaient pas à s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils éclusaient des palettes et des palettes d'Astérix tous les jours, et quand même ça suffisait pas à sauver le truc. C'est vraiment que là t'es à un niveau où même avec un massage cardiaque t'arrives pas à faire battre le cœur, mais c'est que le cœur il est dans un état en dessous, tu peux pas imaginer, quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Bah en fait je pense que malheureusement il y a toute une partie qui est surdimensionnée maintenant par rapport à la demande. Et la réalité, c'est que la demande s'est effondrée beaucoup plus vite que ce que la machine à produire des livres et à les vendre a fait. Et donc, c'est le moment où, au début, tout le monde se serre un tout petit peu plus la ceinture et s'en sort. Et c'est le moment où, en fait, ça se traduit par des coupes franches. Et en plus, comme il y a une période un petit peu d'incertitude, d'inflation, etc., ça pousse pas exactement les gens à investir dans tout ce qui est loisirs, en général. Et la culture en fait partie. Sauf les loisirs type vacances, hein, parce que j'ai l'impression que ça, pour le coup, même ça, les échos en fait, que j'ai eu, même ça, j'ai l'impression que. T'as eu des échos? Ah ouais, moi j'ai pas du tout les mêmes échos que toi pour le coup. Ok, moi je connais pas mal de collègues qui habituellement font des grands voyages et tout. Quand le prix du billet d'avion fait x2, bizarrement, ils vont moins loin ou ils font pas autant. Tu vois. En fait, moi c'est un truc qui me fascine, parce que c'est la question, tu sais, en ce moment, la crise qu'on a sur YouTube. Avec la crise des livres aussi en ce moment, ou de la culture en général. Mais ça, c'est pas un truc que j'ai jamais vécu. C'est un truc que j'ai déjà vécu une fois, c'était en 2025, et c'était pendant l'été 2025. En gros, juin, juillet, août. C'était vraiment des mois où, je sais pas si tu te souviens, on en parlait toi et moi en off, et on disait putain, mais en ce moment, genre, les gens, ils en ont rien à foutre de ce qu'on fait, on n'existe pas, tu vois. À tel point que je m'étais dit, bah, peut-être qu'il faut que je repense complètement le hussard, ou que j'arrête le hussard, tu vois. Je t'avais dit ça à l'époque, parce que genre les trucs marchaient pas, quoi. Et en fait, tu vois que ça reprend à un moment donné, mais en fait t'as cette espèce de période de creux là qu'on subit au milieu, elle est extrêmement anxiogène, et en fait ce qui est vraiment terrifiant dans ces moments là, c'est que je me dis si les gens ils sont pas en train d'acheter des bouquins, si je vais dans un restaurant, ou si je vais au cinéma, ou si je prends le train, ou si ils vont être quelque part, les gens, je vais bien les voir, tu vois. Et en fait simplement je vois pas de surfréquentation, voire je vois de la sous-fréquentation partout, genre c'est un truc de fou. L'autre jour je suis sorti de chez moi, mais c'est une histoire vraie ça, l'autre jour je suis sorti de chez moi et je suis allé m'acheter un chinois là, les chinois à emporter là,
Et en fait, genre, je m'entends bien avec la nana qui tient le chinois, donc on discute un peu, et je lui dis, ouais, comment ça marche les affaires et tout. Elle me dit, franchement, c'est cata, quoi. Il y a rien qui marche et tout, alors que d'habitude, il y a de la queue devant son restaurant, tu vois. Et en fait, je pense que les gens, ils sont nulle part, donc où sont les gens, les gens ordinaires, les lecteurs, les consommateurs, les gens qui font vivre l'économie d'habitude, ou est-ce qu'ils sont chez eux, les bras le long du corps, dans le noir, en train de rien faire et d'attendre des jours meilleurs? Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ça qui me fascine. Alors, ça rejoint un problème un peu plus profond, qui est que il y a une sorte de mismatch, j'ai l'impression, entre la situation économique et la situation financière. Et la situation politique slash publique, c'est que pour moi, on est déjà plus ou moins dans une sorte de récession, en fait, et depuis peut-être ça, c'est sûr. 6 mois ou 1 an. Ouais. Et c'est juste que c'est pas conscientisé et c'est pas encore visible sur des courbes de données quelque part. Parce que mais je pense que tu as raison. Tu as des boîtes aux US qui sont en train de faire des milliards avec de l'IA, c'est super, tu vois, ça fait monter les cours. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, globalement, les gens ont déjà un peu un comportement de typiquement ce qu'il y avait probablement en 2008. Je pense les gens se comportaient à peu près comme ça. Ouais. C'est une bonne question, ça. Comment se comportaient les gens? En 2008, évidemment, comment dire, les habitudes de consommation n'étaient pas les mêmes. On était trop jeunes à l'époque pour s'en rappeler vraiment, tu vois. Oh putain, tu nous mets un coup de vieux, mais non, mais si tu veux, à l'époque, nous, on était un peu insouciants, on s'en foutait, on s'en rendait pas compte. Mais je pense que tu avais déjà des gens, typiquement nos parents, à cette époque-là, devaient ressentir à peu près ce que nous on ressent. Tu vois, ils devaient se dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, les gens, ils vont au resto, ils vont dans les loisirs, ils profitent. Ah mais plus personne ne fait plus rien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Et mais en fait, ce qui est fascinant d'un point de vue de théorie économique, c'est que 80, j'ai pas de chiffre précis, mais 80% des gens sont salariés ou retraités. Donc en fait, c'est 80% des gens, il n'y a pas de différence sur le chèque qu'ils touchent tous les jours, tu vois, genre c'est pas parce que le détroit d'Ormuz c'est un peu tendu en ce moment que tu vois leur vie elle change directement, surtout dans les grandes villes où ils prennent pas la voiture tous les jours, il n'y a pas de coût d'essence, etc. Mais en fait ça change quand même leurs habitudes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de comment dire, c'est comme un peu, tu prends un escargot, tu le touches à un endroit et tu sais il va se recroqueviller de partout, pas seulement de l'endroit que tu as touché, tu vois, c'est comme si dès que la société était un peu stressée, toute la société se contracte et se replie, même des zones qui n'ont pas du tout été touchées par le problème originel. Alors j'imagine que ça porte un nom en théorie économique, mais vraiment, moi j'appelle ça la théorie de l'escargot, et je trouve que l'image est assez parlante parce que c'est l'impression que j'ai, quoi. Je sors dans la rue me promener, il y a personne dans les restos, les commerciaux font la gueule, tous les potes que j'ai qui ont des boîtes ou qui sont commerciaux dans des secteurs complètement différents du mien, hein, dans l'agroalimentaire, dans les matières premières, dans la culture aussi, il y en a évidemment. À la fin ils me disent, mais en ce moment c'est la hesse, quoi, c'est la hesse, frérot. Genre, le panier moyen est plus petit, les clients sont plus frileux, ils demandent des délais de paiement, ils négocient tout, des trucs qui passent comme une lettre à la poste prennent 3 mois de négociation, quoi. C'est infernal. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, sans vouloir forcément rebrancher tout sur de la grande théorie économique, en fait, c'est que les gens, ils anticipent des choses, et quand tu pars... En fait, la plupart des gens ont soit une anticipation qui est plutôt optimiste sur plein de choses, en disant... ça ira bien, ça va s'arranger, ça va se régler tout seul, etc. Ça, c'est un peu le mode où il y a de la croissance. C'est pas la norme, ça. La plupart des gens, ils sont plutôt stressés par rapport à ça, ils sont plutôt... Quand tu as de la croissance, la plupart des gens se mettent à réfléchir comme ça, en fait. Ils prennent l'habitude de se dire, ah non, mais de toute façon, mon salaire va monter à la fin de l'année. Ah oui, donc quand tu as de la croissance. Oui, d'accord. Bon. Ouais. Le problème, c'est que quand tu n'as plus de croissance et que tu as des incertitudes qui s'accumulent et tout, tu as une crise de la confiance, et je crois que c'est ça, en général, le terme utilisé en économie. Et donc, en fait, tout le monde se met à faire des postulats pessimistes sur tout. Donc, toi, tu dis, ah, mais si ça se trouve, l'essence va encore monter. Ah mince, non, mais du coup, il faut que je fasse moins de déplacements. Ah, mais du coup, ça veut dire que les vacances... Ouais, bon, attends, j'anticipe que ça va monter encore. Tu sais quoi, on va rien préparer pour les vacances de cet été. Je vais rester là où je suis. Et puis, mais c'est encore plus fort que ça, parce que j'ai l'impression que les gens ils le réfléchissent pas, en fait, ils le ressentent, si tu veux. Oui, c'est instinctif. Genre, non mais c'est un truc de fou. Genre il y a pas longtemps, je passais une soirée avec des gens de ma famille qui d'habitude sont tout le temps en mode vas-y on va au resto ou vas-y on commande un truc à manger. Genre vraiment quand ils invitent des gens, genre ça c'est comment dire, la bouffe arrive, quoi, tu vois. Et en fait là
Genre, c'est la première fois que je les ai vus cuisiner, tu vois. Genre, j'étais même étonné, tu vois, de ça. Et en fait, juste, d'habitude, ils anticipent pas ça, ou tu vois, et ils ont pas de difficulté d'argent, ils ont pas, leur vie, elle a pas du tout changé, tout va très bien pour eux. C'est simplement, genre, en fait, c'est vraiment un niveau inconscient, ça. C'est de l'irréfléchi. Il y a une espèce de truc dans l'air, de tension économique dans l'air, et les gens, ils rentrent en mode survie, survie relative. Hein, et en fait, après, voilà. alors, ce qui se déclenche au bout d'un moment, c'est qu'il y a un élément qui finit par catalyser les choses. Alors là, Ouais. je pense que dans l'inconscient un peu collectif, c'est ce qui se passe à Hormuz, les prix de l'essence, tout ça. Ouais, Bon. j'ai l'impression aussi. Ouais. Une fois que ça s'est rentré et que du coup, si tu veux, on revient un petit peu, on reboucle, c'est marrant, sur Timur Kuran là. Oui, ça tout à fait. devient socialement acceptable de le dire qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, tout le monde se met à s'auto-hypnotiser en se répétant collectivement que, en fait, en ce moment, ça va pas. Et t'entends, Oui. je sais pas si t'as fait gaffe, La qu'au boucle, bout d'un moment, la les boucle, gens ouais. se le répétaient entre eux comme une sorte de mantra qui expliquait tout. C'est-à-dire qu'ils font des choix aberrants, Ouais. mais en fait, ils te disent non, mais c'est logique parce qu'en ce moment, ça va pas. Oui, c'est en fait, j'ai quitté ma femme et je suis parti vivre avec une gogo danseuse à Miami, mais c'est parce qu'en fait, on est des trois d'Ormuz, tu vois. Les mecs, ils font des choix de vie aberrants en fait, et ils continuent. Non mais enfin, c'est très juste, hein, c'est très juste ce que tu dis. Je crois que comment dire, le seul petit écueil dans ce que tu dis, c'est que vraiment ça part du présupposé que les choses sont réfléchies par les gens. Non, mais c'est même pas si le cas, décision de hein, merde. En fait, non, c'est un niveau, c'est vraiment épidermique. C'est vraiment ça le mot clé. Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, ça se joue à un niveau complètement inconscient. Les gens sont complètement, ignorent complètement les causes qui les déterminent. Pour parler comme un philosophe, un certain philosophe spinoziste, tu vois. C'est en fait le grand truc, c'est qu'en fait ils sont déterminés, mais ils se rendent pas compte de ce qui pèse sur eux. Et en fait, je pense que nous aussi, hein, inconsciemment, on doit être totalement en mode survie par rapport à nos standards habituels. Mais on s'en rend absolument pas compte en fait. C'est un peu toutes les limites avec la fameuse théorie de l'homo economicus, en fait. Ça, tu l'entends beaucoup en économie. C'est que en fait, il y a très peu de situations où les gens font un choix bêtement rationnel de rapport qualité-prix. T'as des gens qui sont peut-être plus dans cette mentalité-là que d'autres, tu vois. Genre, je pense que tu prends... ceux qui sont les chefs d'entreprise ou les cadres sup, oui. Les gens un peu cadres sup, tech, qui font des Excel toute la journée, ils vont probablement faire plus ce genre de décisions. Et encore, pas toujours, ça dépend, parce que quand c'est des sujets de passion, si tu veux... En fait, c'est ça qui est génial avec la psychologie des gens, c'est que les gens peuvent parfois déployer des trésors d'ingéniosité pour s'auto-justifier à eux-mêmes a posteriori qu'ils ont lâché une somme pharaonique dans un truc dont ils n'avaient pas vraiment besoin, mais juste parce que, non mais tu vois, en fait, c'était quand même le meilleur truc sur le marché. Est-ce que on serait pas en train de reboucler sur notre podcast avec notre ami pas expert comptable, n'importe quoi, notre ami commissaire-priseur parce qu'en fait c'est vraiment ça le métier de commissaire-priseur, c'est aussi justement de susciter ce qu'on avait vu, hein, l'intérêt, le coup de folie, tu vois, qui dit allez tant pis, j'avais dit que je montais jusqu'à 300 000, mais 350 000 j'y vais sur cette pièce, tu vois, et ça c'est comment dire, c'est aussi le côté humain, tu vois, un peu du truc c'est dans le bon sens du terme, hein, plutôt d'ailleurs d'avoir un peu des passions et de se dire vas-y, je peux m'intéresser à un truc et je peux mettre une somme un peu plus élevée, c'est quand même un truc qui donne du sens à la vie, quoi. La vie serait insupportablement ennuyeuse si tout le monde était en permanence en train de faire un arbitrage 100% économique, rationnel et froid. Après on en connaît, hein, je pense qu'on en connaît toi et moi, des cadres sup aujourd'hui justement qui font des tableaux Excel. Les mecs, en fait, dans leur tête, c'est le début de Fight Club, tu sais, quand le mec il vit chez lui et que tout est un showroom Ikea chez lui et que c'est assez petit, des mecs comme ça, ça existe aujourd'hui. En fait, la modernité a accouché de mecs comme ça, hein. Je pense qu'ils n'existaient pas en 1200, tu vois. Surtout avec tout ce qui est comparateur de prix ou machin, t'as des gars qui sont obsédés par les prix, en fait, et qui passent leur temps à se dire mais attends, mais est-ce qu'il n'y a pas moins cher ailleurs, et ils comparent. Et ceux qui me font le plus rire, c'est ceux qui, une fois qu'ils ont acheté, continuent à comparer juste pour pas avoir de regrets, tu sais, genre une fois qu'ils ont acheté, ils sont là, ouais, attends, je viens de revérifier, non mais en fait ce que j'ai acheté là, tu vois, c'était quand même plutôt une bonne affaire, c'est trop tard là. Non, mais tu vois, genre, typiquement au début on parlait de mon mariage, mais à mon mariage, à un moment donné, je parlais avec un ami qui gagne très bien sa vie, et lui en fait il m'expliquait qu'il payait beaucoup d'impôts parce qu'il gagne très bien sa vie, et qu'il faisait des optimisations 100% légales bien sûr pour
pour réduire ses impôts, tu sais, à base de plan épargne retraite, de machin comme ça. Ouais. Et en fait, j'étais là, mais frérot, tu te rends compte que tu bloques de l'argent pendant des durées infinies, avec des taux dégueulasses, avec tu te mets dans la main des banques, t'es obligé de faire 50 milliards de papier pour à la fin payer combien de moins d'impôts par an. Et en fait, il avait fait le calcul et ça représentait, j'ai plus le montant exact, mais ça se comptait en centaines d'euros. Ça se comptait pas en plus que ça. Et tu te dis, mais en fait, est-ce qu'à un moment, ton prix de la tranquillité, c'est pas aussi de te dire, bah en fait, ok, je paye un tout petit peu plus d'impôts, mais je garde mon cash flow et je garde mon pognon que je peux investir dans des trucs soit qui me comptent vraiment pour moi, soit qui sont vraiment des placements judicieux pour mon avenir, tu vois, parce que là, espèce de placement par défaut aiguillé par l'État avec des vraies fausses défiscalisation, c'est quand même une dinguerie, quoi. Bah, en fait, c'est aussi moi j'appelle ça un coup d'opportunité, c'est-à-dire que le fait d'avoir bloqué tout, alors pour des raisons fiscales, t'empêche de potentiellement miser gros le jour où tu as une super idée, que tu as envie de te lancer dans un business, j'en sais rien, tu vois, Ouais. tu pourrais avoir des opportunités qui se présentent à toi, t'es le seul à avoir eu une idée sur un sujet, tu as envie de mettre de l'argent, et en fait, ah bah non, en fait tout est bloqué. Ouais. Ah non, mais c'est tout ça est assez fascinant. Est-ce que toi, il y avait un dernier sujet que tu avais envie d'aborder avant qu'on termine ce podcast, parce que je vois que l'heure tourne. Écoute, pour être tout à fait honnête, non, pas trop. J'aimerais peut-être juste vaguement évoquer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bulles par réseaux sociaux. Et Oh, tout à fait, c'est sûr et certain. M'étant un tout petit peu déconnecté dernièrement de l'écosystème Twitter et tout, j'ai réalisé en fait à quel point il y avait des polémiques qui n'existaient que sur Twitter et que Oh, oui, genre toutes les polémiques de Twitter en fait. Hein, sauf je crois que la dernière qui a réussi à franchir le mur de Twitter, c'était le CNC, le truc avec Ultia là. Mais à part ça, franchement, quasiment tout reste sur Twitter. Hein. Twitter, c'est un peu le nouveau 18-25 quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des tempêtes énormes, mais c'est juste dessus, tu vois. Ça ne franchit pas trop la porte extérieure. Et puis à l'inverse, j'ai découvert entre guillemets qu'il y avait des polémiques qui existaient dans des écosystèmes qui m'ont paru un peu déconnectés. Je pense notamment à l'histoire là du bateau avec des types qui ont eu un virus transmis par des rongeurs, je sais pas quoi. Ah oui, l'étavirus ou les Antavirus, je crois. Ouais, Antavirus, c'est ça. J'en ai entendu parler 200 fois à la radio, comme si c'était un truc genre il y avait 2 bonhommes concernés. Ouais. Et à côté de ça, si tu veux, genre littéralement. À la fin du journal, on te disait oui, au fait, dans le détroit d'Ormuz, 4 bateaux touchés, dont un bateau de la CMH-CGM, il y a 18 blessés, vous en faites pas, tout va bien. Ouais. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Bah écoute, ça, c'est toujours la hiérarchisation des informations. Alors, des charges, je pense que les journalistes qui font ça, tu sais, comme c'est un peu de l'info en continu, des fois, ils ont la nouvelle au fur et à mesure et ils se débrouillent pour essayer de créer de la cohérence en temps réel. C'est un peu difficile pour eux, tu vois. Ils sont un peu. En plus, c'est des journalistes, quoi. Il faut pas leur demander trop, quoi. Mais je trouve ça très amusant de voir comment on peut. En fait, je pense qu'en fait, t'as des démographies qui réagissent à des trucs différents. Je soupçonne que typiquement, là, ce que j'ai évoqué, c'est probablement plutôt un peu des personnes d'un certain âge qui sont peut-être un tout petit peu hypocondriaques et qui, quand tu leur parles d'un nouveau virus, vont cliquer, tu sais, genre clic, 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 Ouais, clic. ouais. Et par contre, les trucs un peu... une fois que ça rentre un peu dans l'actualité au long cours, tu sais, ouais, bon, ok, ils savent qu'il se passe des trucs en Iran, tout ça, mais en fait, c'est pas si important. Ouais. Ouais, non, c'est ça. En fait, si tu veux, le truc, c'est que. Bon, on appelait ça autrefois la loi du mort-kilomètre. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'intérêt pour un mec ton voisin qui est mort hier que pour un village entier qui s'est fait massacrer à 10 000 km de chez toi. Tu vois, c'est tragique, mais c'est souvent le cas. Et surtout s'ils n'ont pas de lien comment dire, culturel fort avec toi. S'ils sont pas, c'est pas des gens de ton pays, de ta culture, de ta religion, généralement, t'as tendance à t'en foutre un peu plus. Et je pense que là, oui, ça se ressent. Et puis bon, comme la France est une boomerocratie, tu vois, en dernier recours, comment dire, je crois qu'il y a des stats qui sont sortis là sur c'était très intéressant ça, sur l'âge moyen des spectateurs par chaîne. Alors évidemment, j'espère que Gulli c'est pas 30 ans parce que sinon Gulli c'était 33 ans, Gulli. Mais en fait, je pense que c'est parce que t'as les darons qui regardent avec les enfants. Bah, je pense que c'est ça je pense ça qui flex un peu plus le truc. Mais globalement, tu voyais que pour les chaînes entre guillemets mainstream, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, enfin bref, M6, tout ça, la moyenne d'âge, elle oscillait entre 57 et 65 ans, quoi. Donc, c'est qu'en fait, les journalistes s'adaptent à leurs demandes parce que leur demande, c'est concrètement des boomers avec des angoisses de boomers, des réflexes de boomers, des atavismes de boomers.
voilà, je vais pas refaire le sketch sur les boomers à chaque fois, mais à un moment donné, c'est une espèce qui me fascine. Et les auditeurs de ce podcast le savent. Voilà. Bon, bah très bien. Et est-ce que tu veux refaire un petit coup de pub en direction de la Giberne? De la Giberne, ouais. Ou d'une vidéo récente, je sais pas si tu... D'une vidéo récente, les gens peuvent aller voir, j'en ai parlé au début, mais je suis vraiment content de la vidéo. En fait, Modin a fait une vidéo sur sa chaîne secondaire, donc Radio Modin, pour parler des bibliophiles, justement. Vous pouvez l'écouter parce qu'il spoil absolument rien du bouquin. C'est d'ailleurs un tour de force, c'est-à-dire qu'il présente 3-4 trucs, mais... Je l'ai trouvé très bien. Ouais, non, la vidéo est bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que alors il y a 2-3 trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Et lui dit non mais lui, ce qui est drôle en plus, c'est qu'il dit on est en désaccord sur tout, le hussard et moi, mais on s'entend bien. Alors que moi, je considère qu'on n'est pas en désaccord sur tout. Donc même sur le niveau de désaccord, on n'est pas d'accord. C'est te dire c'est ça qui est marrant. Mais par contre, du coup, j'ai fait une vidéo de réponse, pas du tout. Alors, j'ai présenté comme un clash, mais c'est pas du tout un clash à Modin. Et j'encourage les gens à aller écouter sa vidéo et la mienne en réponse, parce que déjà, on en parlait un peu, le côté un peu fun de réinventer des formats, parce que du coup c'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus dans une forme d'actualité là-dedans. Et puis quand même, je trouve que de part et d'autre, le niveau de fond est vraiment bon. C'est-à-dire que je trouve que lui il a quand même donné des arguments intéressants sur Welbeck, etc. Là où je le trouve beaucoup plus faible, c'est sur le vote. Et moi de mon côté, j'ai essayé d'apporter des arguments sur la langue des écrivains, sur la nécessité de travailler ses œuvres, sur la postérité, et justement sur le droit de vote, j'essaie de lui répondre aussi. Et peut-être il n'est pas du tout exclu que Modin fasse une réponse à ma réponse, et il n'est pas du tout exclu que je fasse une réponse à sa réponse, à ma réponse, à son message initial. Voilà. Donc peut-être que ça va continuer encore un petit moment, parce que franchement c'est vraiment intéressant. Enfin vraiment, je trouve cet échange très pertinent. Donc voilà, si les gens veulent prendre le train tant qu'il est temps, allez-y, et ça vous donnera peut-être envie de lire Les Bibliophiles à la Giberne, c'est toujours disponible. Le lien est en description, faites-vous plaisir. Voilà. Eh ben top, si c'est possible, si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai sortie sur la mort de l'obscène. Oui. Parce que ça s'est débloqué cette histoire, parce que t'avais pas un problème avec cette vidéo, toi elle s'est fait bloquer parce qu'il y avait des problèmes soi-disant de copyright, parce que j'ai mis un pauvre extrait de 15 secondes de discussion, et ça l'a bloqué. En plus de ça, le sujet l'a dédollarisé instantanément, donc si tu veux, elle n'était pas monétisée. Enfin bref. Ah, ok. C'était un peu l'enfer, cette vidéo, et pour être honnête, vu le temps que j'ai passé pour l'écrire et pour la fignoler, je suis un peu dégoûté, mais... Oui, tu m'en avais parlé, et d'ailleurs je l'ai vu, enfin moi je l'ai écouté avant qu'elle ait ses problèmes, elle est très bien, donc si ça puisse débloquer et que maintenant les gens peuvent la revoir, je les encourage effectivement. J'ai dû faire quelques petites modifs par derrière, mais oui, maintenant les gens peuvent la voir, par contre elle est pas du tout boostée. Alors là... Oui, alors ça, oui, ça on connaît, ils la mettent en mode crêpe plate sur l'algorithme, ouais. J'aimerais juste terminer par une petite précision, on en parlait un peu en off juste avant de commencer ce podcast, mais il y a des gens qui m'écrivent régulièrement pour me dire j'aime beaucoup ce que tu fais, pour te prendre j'ai pris du Sowell ou du Dalrymple. Alors ça me fait très plaisir que vous souteniez Carmin, mais je n'ai pas d'action chez Carmin, c'est-à-dire que quand je recommande du Carmin, c'est vraiment par amitié et par intérêt, parce que je trouve qu'ils font du super boulot, et que Radu et Moss sont des amours, mais fondamentalement je touche pas un copec là-dessus. Donc si vous voulez me soutenir d'un point de vue pécunier, achetez des livres à la Giberne, voilà. Ça n'empêche pas que acheter quand même des livres chez Carmin, c'est bien, mais j'aimerais quand même éclaircir ça, c'est que je fais tellement votre VRP que je pense que les gens pensent que Modin et moi on a des parts chez Carmin. C'est pas le cas, on n'a aucune action, on n'est pas salarié, on touche pas de thunes, voilà. Enfin, moi je touche pas de thunes en tout cas, voilà. Donc ça, je le clarifie, ça ne retire rien à la qualité de ce que vous faites, j'ai hâte que Carmin grossisse suffisamment pour que tu puisses non seulement être salarié, mais en plus toucher le même salaire que certains PDG de Grasset. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Ah bah Olivier Laurent, et moi je m'augmenterai encore, parce que si on peut aller jusqu'à moins 400 000 upfront, on peut aller très très loin. Vraiment, ce podcast est dédié à la mémoire du comptable de chez Grasset. ça fait 10 ans que le mec voit venir cet enfer. Bref, la famille Nora, c'est assez fascinant comme petite saga de l'édition. Donc voilà, bon courage à ceux qui aiment les livres. Achetez-en tant qu'il reste des bons livres et des bons éditeurs, et soutenez les beaux projets, soutenez les bonnes chaînes YouTube, parce que voilà, en ce moment la conjoncture est doublement défavorable économiquement et défavorable en termes de politique sur YouTube. Je dis politique au sens de création d'algorithmes, parce que ça touche tous les bords politiques, tous les créateurs de contenu, depuis le newser jusqu'au youtubeur le plus intello, tout le monde a des problèmes en ce moment, enfin tous ceux avec qui j'ai discuté en tout cas. Voilà. Je confirme. Je serais étonné de savoir jusqu'où ça va. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette discussion rigolote. Et puis à dans 2 semaines du coup pour un nouveau podcast. Ouais, allez, à très vite. Salut tout le monde.